Good Morning Business, le grand entretien. Le marché de l'immobilier a de l'espoir et ça c'est important à souligner. Le grand entretien aujourd'hui c'est avec Charles Marinakis. Bonjour, vous êtes le président de Century 21 France. Raphaël Legendre est à mes côtés. On va parler de la baisse des prix, de l'atterrissage, des volumes, des ventes. Mais depuis la nomination de Valérie Létard au titre de ministre de plein exercice en charge du logement, on sent comme un vent d'optimisme sur le secteur de l'immobilier. Qu'est-ce que vous attendez d'elle ? Alors, écoutez, moi personnellement et la transaction dans l'ancien, pas grand-chose. En tout cas, je vous expliquerai peut-être après. Mais la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est d'abord, moi je vous l'ai dit, j'ai assisté au congrès de l'habitat social à Montpellier. Et donc j'ai assisté à sa première allocution un peu publique. Et je dois reconnaître qu'elle a été parfaitement bien accueillie par le milieu. Donc ça, c'est déjà rassurant. On lui prête une bonne connaissance des problématiques du logement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie du logement de manière générale. Elle aura traité trois sujets. Vous savez, le logement, c'est trois segments de marché qui répondent pas aux mêmes logiques économiques et qui ont pas les mêmes artifices. C'est-à-dire, le neuf est en panne, vous le savez, réellement en panne. Donc là, il y a une problématique majeure et il me semble que c'est celle-là qu'il va falloir traiter en priorité parce que nos amis promoteurs sont vraiment en attente de décision. Pinel ou pas Pinel ? Entre autres, c'est Pinel ou pas Pinel. Et puis, il y a aussi le sujet du parc locatif privé. Il y a la problématique de la location et de l'absence, de l'assèchement du parc locatif privé. Et j'ai le sentiment que la transaction résidentielle dans l'ancien viendra peut-être un peu en dernier parce que c'est vrai que nous sommes producteurs de recettes pour l'État, qu'on génère des droits de mutation et des taxes obligatoires qui font que à chaque fois qu'une transaction se réalise, vous payez des honoraires aux notaires. Les frais de notaire. Exactement, les frais de notaire, ce qui n'enrichit pas forcément toujours les notaires. Baisse des frais de notaire. Baisse des transactions et surtout baisse des droits d'enregistrement, dont je rappelle que ces droits-là, c'est moins 8 milliards de manque à gagner aujourd'hui. Ils vont directement dans les caisses des municipalités, des communes, des régions, des départements. Principalement etc. aux collectivités locales. Exactement, c'est un vrai sujet budgétaire. Voilà. Avant ça, Charles Marinakis, on va quand même parler un petit peu de l'état du secteur en cette rentrée 2024. Vous publiez ce matin les chiffres à 9 mois. On a l'impression que le marché atterri en douceur après des mois et une année très compliquée. Est-ce que ça va mieux ? Alors oui, ça va mieux, on a fait un très bon été. Voilà, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Ça va mieux parce que pour la première fois, les deux indicateurs majeurs du marché que sont les taux d'emprunt, vous le savez, et aussi les prix sont à la baisse en même temps. Et c'est cette conjugaison, si vous voulez, le fait que simultanément les prix ont baissé. Vous vous souvenez, sur ce plateau, j'avais à l'époque appelé de mes voeux que les prix se redressent de l'ordre de 10 à 15%. On est déjà à moins 12% sur un peu plus de 24 mois aujourd'hui. Et c'était nécessaire. Donc on est dans une période où les prix ont baissé significativement et où les taux d'intérêt ont baissé 2 fois sur les 6 derniers mois. Voilà. Donc ça, c'est une conjonction de facteurs qui a favorisé la redynamisation du marché des transactions cet été. Un peu contre toute attente. Mais oui, parce qu'on croyait les investisseurs attentistes, comme au vu de la situation politique française, non. Eh ben non, en fait, moi aussi j'avais imaginé que la dissolution de l'Assemblée nationale et que l'espèce d'opacité politique freinerait les investissements. Moi, je crois que les Français se sont dit, finalement, le contexte n'est pas si mauvais. Les taux ont baissé une première fois. Ils reviennent aujourd'hui dans des zones autour de 3,20, 3,50, qui sont malgré tout des taux d'intérêt très acceptables pour le consommateur. Acceptable pour les banques aussi. Souvenons-nous que le rôle déterminant des établissements financiers dans les enveloppes qu'elles dédient. Il y avait beaucoup de rejets. Et elles avaient beaucoup de rejets parce que elles ne gagnaient pas leur vie, il faut le dire aussi clairement, à 1,16 ou 1% de taux d'intérêt. Donc là, on est revenu dans des taux qui sont acceptables pour tout le monde. Et puis, on est revenu dans des prix aussi qui sont redevenus accessibles pour tout le monde. Donc, encore une fois, la conjonction des deux phénomènes, les Français se sont dit, on sait ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en septembre ? Nouveau gouvernement. À l'époque, on ne connaissait pas la tendance politique du nouveau gouvernement. Et je crois qu'ils ont saisi cette occasion en disant « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Voilà. Est-ce que ça veut dire que la baisse des prix est terminée et qu'on va peut-être les voir remonter d'ici la fin de l'année ? Alors non, et surtout j'espère que non. Alors non, parce qu'il y a encore un tout petit poil d'ajustement. On n'est pas encore à moins 15. Moi, j'avais dit moins 15. Il faut que ça pousse encore un tout petit peu, notamment dans certaines régions de France. Il faut que ça glisse encore un petit peu. Là, on parle d'ajustement. La baisse, c'est 2 chiffres. L'ajustement, ça va être entre 1 et 3% qui va nous amener gentiment à la fin de l'année 2024 autour de 15%. Voilà. Et là, on va vraiment réoxygéner le marché. Deuxième baisse des taux, baisse des prix. Là, pour rappel, on est à moins 12,6 sur les appartements et Exactement. moins 12% sur les maisons. Voilà, ce qui est quand même
très significatif en termes de baisse. Seul danger, et là il faut que nous soyons, en particulier nous les agents immobiliers, extrêmement vigilants sur la tentation des vendeurs qui consisterait, parce que vous savez que la baisse des taux n'a jamais profité aux acheteurs, jamais. À chaque fois que les taux ont baissé, les prix ont augmenté. Voilà. Donc en fait, mécaniquement, ceux-là que nous ne donnions pas à la banque, on le donnait aux vendeurs ou inversement. Voilà. Il ne faudrait pas que les vendeurs, si vous voulez, aient l'initiative de dire, ah ben chouette, les taux ont baissé. C'est ce que tout le monde attend, bien sûr. C'est ce que tout le monde attend. Et on reviendrait dans une situation de blocage où eux-mêmes, ils cireraient un peu la branche sur laquelle ils sont assis, parce que du coup, ils ne revendraient pas leurs biens redeviendraient invendables au sens économique du terme. Problème quand même sur l'investissement locatif. Là, dans la part des transactions, il continue de baisser. C'est très mauvais pour les locations qui déjà sont en difficulté. Qu'est-ce qui peut changer ? Là, le gouvernement, mécaniquement, si vous voulez, c'est devenu une impérieuse nécessité. La situation locative, on l'a vu en septembre avec les étudiants, c'est devenu catastrophique. Voilà. Donc là, il y a une vraie problématique de société. Il faut que le gouvernement se saisisse de ce problème-là et donne aux investisseurs, si vous voulez, le goût et l'envie, d'accord, de mettre leur logement, les biens qu'ils ont acquis, sur le parc locatif privé. Mais ça veut dire pas de plafonnement des loyers, ça veut dire... Pas forcément, mais ça veut dire un vrai statut, si vous voulez, du bailleur privé, qui n'existe pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous demandez ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on demande ça, et on a l'impression qu'on prêche un peu dans le désert, mais parce que on le voit bien, si vous voulez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un rapport équitable entre un bailleur et un locataire. Il faut arrêter de stigmatiser ou de caricaturer. Il n'y a que des méchants bailleurs qui gagnent de l'argent sur des gentils locataires et des gentils locataires qui subissent les foudres des mauvais bailleurs. C'est pas ça la vraie vie. D'abord, très souvent, ça se passe très bien. Il y a un rapport locatif normal. Voilà. Mais il faut rétablir ça, il faut l'instituer. Ça veut dire, oui pour l'exigence de la décence locative, oui pour l'exigence de la conformité énergétique, pourquoi pas dans un certain plafonnement des loyers. Par contre, encouragement, si vous voulez, harmonisation déjà des régimes fiscaux. Quand vous êtes en loueur meublé non professionnel aujourd'hui, vous avez un abattement de 50% sur vos revenus fonciers. Et si vous mettez votre bien dans le parc privé naturellement, vous ne les avez pas. Si vous le mettez dans Airbnb, vous échappez à un certain nombre de contraintes, puisque le projet de loi, vous le savez, a été neutralisé par la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener avec les professionnels, en disant il faut un statut du bailleur privé. Voilà. C'est pas un gros mot d'investir dans de l'immobilier et de mettre ça à disposition des locataires qui en ont besoin. Y compris sur les droits des bailleurs. Guillaume Kasbarian, le précédent ministre du Logement, avait notamment en préparation une loi anti-squatter. Est-ce que c'est une mesure que vous plébiscitez et que vous souhaitez remettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ? Mais c'est le minimum, c'est un préalable. Après, on s'étonne, si vous voulez, que le parc locatif s'assèche. Mais si on n'assure pas déjà le minimum à un bailleur qui est de fait de payer son loyer, comment voulez-vous qu'on attire les investisseurs ? Ça devient une atroce ironie que de dire à quelqu'un, investissez dans un appartement, mais par contre, s'il est squatté, vous ne pourrez plus jamais le retrouver. Ou si votre locataire ne paye pas son loyer, vous allez mettre 2 ans à récupérer votre bien dans un état qui n'est pas garanti. Vous voyez, c'est pas des conditions... Puis c'est pas le bon sens, à un moment donné. C'est pas une question de choix ou d'orientation politique, c'est le bon sens. Voilà. Parce que les gens, derrière l'investissement, ils ont un emprunt. Faut pas non plus caricaturer, si vous voulez, l'investisseur propriétaire qui est multimilliardaire, ça c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que des gens investissent dans des logements pour accompagner leur retraite et faire un revenu complémentaire lors de leur retraite, mais souvent ils ont contracté un emprunt et vous, monsieur, quand vous payez pas votre loyer, vous les mettez dans la difficulté parce qu'eux, ils ont leurs échéances d'emprunt. On va rentrer dans les discussions de l'examen budgétaire. Le Pinel doit prendre fin. Ça passe aussi par la fiscalité, le soutien à l'immobilier ? Oui, alors le neuf passe nécessairement par la fiscalité. Moi, je crois que les 2 segments de marché, que sont le neuf et le locatif, passent par une réflexion fiscale. Voilà. Alors, pas dans les mêmes proportions. Le neuf a été habitué, à tort ou à raison, à être accompagné par des dispositifs fiscaux qui ont fait que ça a permis de construire pas loin de 400 000 logements en France. Oui, mais parfois dans des zones aussi où il n'y avait pas véritablement de demande ou de besoin, en tout cas. Alors, 1000 fois d'accord avec vous. On a créé des logements, on a construit des logements dans des zones, vous avez raison, où il n'y avait pas de tension immobilière. Uniquement pour cette carotte fiscale. Uniquement pour cette carotte fiscale. Et d'ailleurs, c'est un flop locatif. Ça se retourne après sur celui qui l'a fait. Exactement, voilà. Donc je crois qu'il faut une vraie réflexion et peut-être un aménagement fiscal qui ne soit pas systématique, mais qui soit à la fois proportionnel. Ça, c'est déjà le cas dans la durée de vie dans laquelle vous mettrez votre bien à la location. Et concentré sur les zones tendues. Exactement, que ce soit régionalisé, qu'il y ait des conditions d'accès, si vous voulez, à ces accompagnements fiscaux, qui soient factuels. Nous, ce qu'on demande,
c'est une politique factuelle. Il faut avoir une vraie réflexion d'aménagement du territoire. On n'est pas capable de dire aujourd'hui, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, quel est le vrai besoin de logement, parce que cette statistique-là n'a pas été anticipée. Et c'est bien normal. Donc je crois qu'il faut faire un inventaire de la situation. Nos amis les promoteurs, nous, vous savez, la situation tendue du neuf, elle ne nous arrange pas, hein. D'abord, elle prive le parc locatif privé il n'est plus approvisionné parce que 50% des investissements qui allaient dans le neuf se retrouvaient ensuite dans le parc locatif privé. De flux, ouais. Exactement. Et puis l'approvisionnement de logements sur le marché contribue aussi à détendre les prix. Parce qu'il régénère une offre, fût-elle de neuf, mais elle vient quand même alimenter l'offre de logement. Donc, cette tension-là, si vous voulez, globalement, elle est bonne pour personne. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Un mot pour finir sur Paris. Paris qui, là aussi, a vu ses prix baisser. On se stabilise à 9 286 € du mètre carré. Est-ce qu'on ira en dessous ? Non. On est au palier inférieur. Non, on ira aux alentours des 9 000 € du mètre carré, mais est-ce que c'est pas le vrai prix à Paris ? Est-ce que 10 000 € c'était pas un prix qui était un prix artificiel ? Moi, j'ai l'impression que oui. J'avais annoncé sur ce plateau la première fois la baisse du prix à Paris en dessous des 10 000 €. Ça avait fait une bombe en disant oh là là, mais c'est pas du tout une catastrophe. Toutes celles et ceux qui ont acheté dans Paris il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Si vous avez acheté il y a 3 ans, c'est. Si vous avez acheté il y a 3 ans, c'est plus compliqué. Voilà. Dans ce cas-là, il faudra être patient. Vous savez, le temps de l'immobilier, c'est un temps long. L'immobilier, ça n'a jamais été fait pour faire des plus-values. C'est fait pour faire des investissements à long terme. Et idéalement, en fait, la vocation originelle de l'investissement immobilier, et d'ailleurs c'est ce qui se passe pour 82% des Français, c'est leur résidence principale. Donc c'est du temps long. Il n'a jamais été écrit nulle part qu'on devait acheter 100 et revendre 130. On doit acheter 100, profiter du logement ou de la maison qu'on a choisi, avec ses enfants, avec sa famille, et puis après, les faits de vie font qu'on change en général pour plus grand. Voilà.